Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Je vous la souhaite joyeuse et gaie, excellente après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque le match Togo-Namibie perdu par les éperviers 0 but contre 1. Que retenir de cette deuxième sortie de la sélection nationale sous l'ère Duarte? Que faire pour les prochaines échéances? Elles arrivent très vite dans la première semaine du mois d'octobre. On analyse avec nos invités Angelo Folikoué et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM et John Atisso qui nous vient de 228 Sport TG. C'est ça, non? L'équipe 228, voilà. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire d'Elom Adovon. La mise en onde, Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. La mobilisation continue, mais pour le moment, ça ne va pas sur le terrain. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Angelo Foliko, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à toutes et à tous. John Atisso, merci d'être là. Merci, bonsoir à tous qui nous suivent à ce moment. Angelo Foliko, quelques heures après ce match, Togo-Namibie, perdu 0-1. Que dites-vous? C'est que la route, elle est très très longue. Elle est très très longue pour Paulo Duarte, son nouveau staff, toute l'équipe, Jane Dakonam et ses coéquipiers. On pourra rapidement dire que cette sélection manque de beaucoup de choses, en commençant d'abord par la qualité des joueurs. Sur le terrain, on ne sent pas des valeurs intrinsèques de la part de ces joueurs capables de faire individuellement la différence. Donc ça reste une véritable équation. Et arriver à trouver la solution reste, on pourra dire, le problème le plus compliqué. Difficile également pour le public sportif qui, quelque part, était en train d'espérer une victoire pour dire enfin on pourra repartir de zéro, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je me dis que dans son ensemble, c'est compliqué. Pour terminer en disant, vous savez, on ne peut pas bâtir un édifice solide quand on n'a pas de solide fondation. C'est pas possible. Mais bon, de toutes les façons, voilà, on est dans une situation où on doit encore broyer du noir. Et ce, pour combien de temps? La question reste posée. Voilà, Paulo Duarte a fait confiance d'entrée à Barcola Malcolm, Plaka Fissou, Nene David, Ate Youssoufou, Tchakei Marouf, Serge Nouadi, Arolou Roger, Laba Fodo, Jenda Konam, puis Oloufade James. C'est le 11 entrant. Il y avait 3 changements par rapport à l'effectif qui a joué face au Sénégal. Oui, d'entrée déjà, est-ce que c'était le 11 attendu à vos yeux? Par rapport à la prestation livrée contre le Sénégal et par rapport également à l'effectif que nous avons, je dirais que c'est le meilleur 11 pour moi sur le terrain parce qu'au match aller, lors de la première journée des éliminatoires contre le Sénégal au stade Lat-Dior de Thiès, on a trouvé nos éperviers assez défaillants dans plusieurs secteurs, surtout au niveau des 2 latéraux, que ce soit Jean-Marie Nadjombe, qui fêtait d'ailleurs sa première sélection avec le Togo, et sur le côté gauche, James Oloufade. Également, dans le cœur du jeu, la paire Enefo, Henri Thier et puis Roger Arolou n'a pas véritablement fonctionné. Et là, on a vu que le sélectionneur du Togo a véritablement fait des choix, c'est-à-dire il a remplacé Jean-Marie Nadjombe par Ate Youssoufou, qui... Il a dit en conférence de presse d'après-match qu'il a été surpris de voir la qualité de jeu de ce jeune joueur. Il a fait partie des tops côté togolais hier. Il a véritablement balayé son couloir, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Il a véritablement joué son rôle. Et dans l'entrejeu, depuis le départ d'Alexis Romao, on n'a pas trouvé ce 6-là. Et Nefunarete avait joué ce rôle, que le roi a repositionné Atakura Laoulé dans ce secteur. On a eu Atou Franco justement, qui n'ont pas véritablement joué le rôle d'un 6. Donc là, on est toujours à la recherche de ce 6-là. Roger Arolou, il est venu, il a joué les 2 matchs, mais il a été plus ou moins bon. Là, on peut dire qu'il est entré dans un collectif qu'il ne connaît pas, dans une équipe qui n'a pas encore de sérénité. Donc, on lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant, face à la Namibie, pour chuter face à la Namibie, nous avons montré nos problèmes récurrents. C'est-à-dire
l'inefficacité dans les 2 derniers 20 mètres. Que ce soit en défense, on a vu la façon dont, certes, les Namibiens n'ont pas outrageusement attaqué le Togo, mais on a vu qu'à l'une des rares attaques de la Namibie était véritablement un danger pour le Togo. Et également, en attaque, là, on a multiplié des occasions, mais on sent que pour le moment, l'inefficacité est toujours là. Grégoire Ratignon, est-ce qu'on ne devait pas s'attendre à une telle prestation? Une équipe qui a perdu la confiance depuis des années, on va dire. Est-ce que cette équipe n'est pas toujours, on va dire, sous pression? Est-ce qu'elle n'est pas toujours prenable? Oui, je crois que vous avez bien employé le mot. Elle est toujours sous pression parce que oui, ça fait longtemps que cette équipe ne gagne. Surtout à domicile, cette équipe ne gagne plus. Et donc, le Togo va encore jouer, même si le public ne sera pas là, étant donné que l'équipe va jouer à domicile, la pression, elle est toujours là. Surtout quand on sort d'une défaite lors de la première journée. Vous comprenez donc qu'on a cette envie de mieux faire dans ce deuxième match-là face à la Namibie. Surtout qu'on sait que la Namibie, ce n'est pas aussi une grande équipe sur le continent. On se disait que oui, il va falloir faire quand même un bon match et surtout éviter quand même la mauvaise prestation. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé hier parce qu'on était sous pression, parce qu'on veut mieux faire. On veut quand même signer cette première victoire-là depuis plusieurs années. Et donc, l'équipe était déjà sous pression. Maintenant, quand on prend ce match-là comparativement au match de Thiès, il y a quand même une petite différence. Oui, le Togo hier a essayé de faire le jeu, mais il manque encore quelque chose. J'en ai touché quelque chose, un point tout à l'heure, c'est-à-dire le milieu défensif togolais. Alexis Romao n'est plus là, mais il va falloir véritablement trouver ce remplaçant-là. Mais je crois que pendant plusieurs années, on n'a pas su trouver ce véritable remplaçant d'Alexis Romao. C'est ça qui agit véritablement sur le jeu togolais. Parce que quand la balle quitte la défense, ça doit transiter normalement par le milieu de terrain avant donc d'arriver aux attaquants. Mais ici, on voit que parce que oui, le milieu n'arrivait pas à faire la chose. Hier, moi, j'étais obligé, je voyais plutôt Tchakei Marouf qui venait même chercher les ballons, même devant la défense, pour aller maintenant trouver les attaquants, alors que ce n'est pas aussi là son rôle. Lui, en principe, il devait être positionné derrière juste les attaquants et nourrir ces attaquants-là. Mais c'est lui qui vient beaucoup plus aider Roger Aholou dans son rôle. Et ça fait que c'est un peu là le problème. Maintenant, dans l'animation, il y a quand même ce numéro 10, comme on le dit souvent, c'est-à-dire ce meneur de jeu. Il y a ce joueur-là qui manque cruellement à cette équipe. On n'a plus retrouvé donc ces gens de joueurs dans l'équipe du Togo depuis plusieurs années. Et c'est ça qui agit un tout petit peu sur cette équipe. Paulo Duarte, oui, lui, il est là, il vient donc d'arriver. Ça fait son deuxième match avec cette équipe. Et je crois qu'il est en train d'observer tout. Il est en train de voir quand même les forces et les faiblesses de cette équipe, les forces et les faiblesses de chaque joueur. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Mais je crois que quand on prend ce joueur-là qui a joué le côté droit hier, Ate Youssifou, c'est également un défenseur qui souvent aussi joue au poste de milieu défensif. Donc, je crois qu'hier, on l'a quand même positionné sur le côté droit. C'est lui qui a beaucoup plus surpris dans le jeu parce que oui, véritablement, ce n'était pas ça, puisqu'il reste un défenseur central qui a été positionné beaucoup plus sur le côté droit. On va écouter Paulo Duarte après ce match. La réalité du football, on parle d'une génération qui est finie, on parle d'une équipe qui veut renouveler, on parle d'une équipe qui a besoin de temps. On parle aujourd'hui de la chance, ou si vous voulez, l'efficacité. S'il y a une équipe qui aujourd'hui doit gagner 3, 4, 5, c'est le Togo. Première 3 à 4 minutes qu'on a commencé à perdre des situations de but. On a commencé avec un penalty clair. On ne va pas culpabiliser l'arbitre pour la défaite, c'est sûr, mais il y a un penalty clair. Même à la fin, je pense qu'il y a un autre penalty, mais je vais oublier ça. Et à part de ça, face à l'attitude de l'équipe, ce n'est pas tous les joueurs qui jouent au même niveau dans leur championnat. Ils aussi sont titulaires. Parfois, on sent ça. Et quand on sent ça, on ne fait pas le pressing. Quand on ne fait pas le pressing, l'adversaire commence à jouer mieux. Mais cette première mi-temps, il y a une seule équipe qui peut sortir pour le vestiaire avec 3 buts, si vous voulez. Pour moi, c'est facile de dire quand on gagne, tout est bien. Non, c'est comme quand on perd, c'est pas que tout est mal. Nous sommes en fin de cycle, nous sommes à commencer un nouveau cycle. On doit préparer aujourd'hui pour gagner beaucoup d'années consécutives. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'excuser avec Bebou qui n'est pas là, avec Ayate, avec Larson, avec le joueur. Non, aujourd'hui, je pense que la balle ne rentre pas. Et si on continue encore à jouer 30 minutes, la balle ne va pas rentrer. Et voilà la réaction de Paulo Duarte au sortir de cette rencontre face à Namibie, match perdu naturellement
bon, on va dire 0 but contre 1, il parle de génération, une génération qui est partie, on doit renouveler, il n'y avait pas eu de chance, le niveau n'est pas le même, on est en fin de cycle. Côte d'Ivoire, vous l'étiez, bonjour. Bonjour Franck, bonjour confrères ici présents et bonjour à ceux qui nous écoutent. Déjà 2 matchs sous Paulo Duarte, 2 défaites, que doit-on dire? Il prend, on va dire, la suite sur des ruines, c'est ce qu'on peut dire. Je crois que ce qu'il faut dire à première vue, c'est que sans doute s'est-on trompé sur le diagnostic par rapport à la saison passée avec Claude Leroy. Je crois que maintenant, on doit avoir le courage d'admettre que le diagnostic n'était pas le juste. Le diagnostic n'était pas le juste parce que les 2 matchs ont révélé que, indépendamment du coaching, l'effectif de notre sélection reste le premier problème. Donc, si l'effectif de notre sélection reste le premier problème, cela veut dire qu'il faut trouver des solutions à ce problème-là évident pour pouvoir se sortir de la situation, pour pouvoir se sortir de l'impasse dans laquelle on est actuellement. Parce que comparaison n'est pas raison, mais quand vous voyez le jeu que la Namibie a produit, tous les joueurs sont plus ou moins en Afrique du Sud ou dans les championnats tout à côté. Mais physiquement, ces joueurs ont tenu plus que les nôtres. À l'entame de la seconde période, j'avais fait remarquer à un collègue si nos joueurs ne vont pas être cuits dans ce match. Et à vrai dire, est-ce que ce n'est pas physiquement que quelque chose a manqué à cette équipe-là pour venir à bout de la Namibie, au-delà de tout ce qu'on a constaté comme défense? C'est pour dire quoi? Quand vous constatez aujourd'hui l'essentiel de nos joueurs, et j'ai toujours dit ça aussi sur ce plateau, à la différence des joueurs ghanéens, burkinabés, béninois, qui viennent de clubs insignifiants, mais qui font des choses extraordinaires en sélection. Les joueurs togolais viennent parfois des clubs insignifiants, mais en sélection, ils ne foutent rien. Et pour pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est peut-être la nature des joueurs togolais. Leur nature? C'est peut-être, oui. C'est peut-être, ils sont pas, je ne sais pas s'il faut dire compétitifs ou bien agressifs. Ou bien ils ne se donnent pas. Parce que quand vous regardez... Ils sont différents de la génération des Adebayor, d'Abalo Dossé et autres, ils sont différents. Regardez un peu là, cette génération-là, ce qu'on a pu faire avec cette génération et ce qui se passe aujourd'hui. Regardez même dans cette génération-là, on a déjà fait remarquer ici que dans cette génération-là, les joueurs togolais s'imposaient en Tunisie systématiquement. Aujourd'hui, combien de joueurs togolais quittent Lomé pour s'imposer en Tunisie? Combien? Roger Rollo est à Monastir. Il vient d'arriver comme togolais. Agbozo est du côté de... Il vient de commencer. Il vient de commencer. Et aujourd'hui, il est le seul. Les autres ont fait un tour et puis ils sont revenus. Alors que ce n'était pas le cas, naguère. Donc cela veut dire que si les autres viennent des championnats périphériques, mais en sélection, ils font de très grandes choses. Pourquoi les nôtres qui aujourd'hui sont sur le déclin? Ce n'est pas pour leur faire offense. Sounou est déjà vers la fin, vers la sortie. Il est dans un championnat où il ne joue presque pas. Vous voyez ça? Comment on appelle ça? Serge Gnabry avait 9 ans. Oloufari, ce qui pour moi était la grosse erreur du coach en le mettant comme titulaire. C'était une grosse erreur. Parce que qu'en 5 minutes qu'on a perdu sur ce côté gauche-là, c'est beaucoup de choses. Ça a mis en confiance les Namibiens. Et ils ont mis en place la tactique pour bloquer le jeu du Togo. Parce que sur ce côté-là, vous allez constater qu'en préparant les premiers 5 minutes, c'était le trou. Il passait tranquillement par là-bas. Par contre, devant Athé, il ne pouvait rien faire du côté d'Athé. Donc le coach s'est loupé sur ce choix-là parce qu'aujourd'hui, il joue où? Est-ce qu'il a encore le rythme de la sélection nationale? C'est une question qu'il faut se poser la tête froide et pouvoir y répondre. Ils sont encore d'autres joueurs qui aujourd'hui sont dans des situations où c'est 0 match, ou bien c'est un match, ou bien c'est un bout de match, ou bien c'est presque pas de match. Mais à la différence de ceux dont j'ai déjà parlé, les autres arrivent à faire des choses en sélection, mais quand ils viennent ici, on ne les voit pas. Cela veut dire qu'on va raconter des équipes qui n'ont pas de grands joueurs, qui ne jouent pas en France, qui ne jouent pas en Ligue 2, qui ne jouent pas ailleurs, mais on sera surpris de voir que ceux-là viennent toujours nous battre tout simplement. C'est un élément, et ça c'est l'élément qui est important sur le diagnostic. Maintenant, j'ai le sentiment que l'équipe du Togo
a sous-estimé la Namibie. En quel sens? Dans le match, j'ai eu le sentiment que les Togolais étaient sûrs qu'ils vont gagner la Namibie. Quoi qu'il arrive. Mais c'est normal, non? On va à la guerre, on se dit, mais j'ai les forces nécessaires pour battre l'adversaire. Pourquoi ils n'ont pas eu cette mentalité contre le Sénégal? Ben, là, Vous avez vu le également, match contre le Sénégal? oui, là, ils étaient peut-être face à la première nation africaine. Pas peut-être, c'est la première nation Dans africaine. le classement FIFA, la Namibie est devant le Togo. La Namibie est devant le Togo, mais Là, c'est pourquoi pas, ils c'est ont pas les pensé mêmes qu'ils- références. Donc moi, je sens que peut-être cet excès de confiance-là les a desservis. Puisque la Namibie les a laissés faire. Moi, j'ai parlé de 15 minutes, quelqu'un m'a fait remarquer que c'est 5 minutes. Que le Togo a essayé de prendre le contrôle du match. Non, c'était plus que 5 minutes quand même. Hein, en première mi-temps. C'est pourquoi j'ai parlé de 15 minutes. Ouais. Quelqu'un m'a dit que c'est 5 minutes. Puisque déjà à la 6e, à la 7e, à la 9e, la Namibie a failli ouvrir le score. Mais derrière, la Namibie s'est rendu compte que mais ces gens-là, ils ne sont pas ce qu'on a pensé. Et maintenant, Ils ont pris confiance. Ils ont pris confiance. Et la suite, vous le savez, ils avaient pris confiance. Et quand on va y ajouter au fil du débat, on va y revenir, les ratés qui sont dans ce match-là, ça leur a permis tout simplement de savoir par où faire du mal à cette équipe du Togo. Et ils ont réussi à nous faire du mal. Donc, en conclusion, à mon sens, il faut que cette fois-ci, on reste concentré, pertinent pour faire le diagnostic juste. C'est à ce prix-là seulement qu'on pourra s'en sortir. Très bien. Angelo Folikoué, quel peut être ce diagnostic-là dont il parle? Vous avez essayé, vous avez fait plusieurs matchs des éperviers. C'est quoi ce diagnostic-là qui fait défaut depuis et qu'on n'arrive pas à cerner? Les réussites au niveau des sélections, c'est une question cyclique. Il faut reconnaître que la période faste où le Togo, entre-temps, était aux différentes cannes lors des périodes cycliques. Donc, c'est des réalités qui arrivent dans n'importe quelle sélection au monde. Oui. La question que l'on doit se poser de façon foncière, est-ce que depuis que le Togo, à la dernière CAN en 2017, il y a eu un travail foncier qui a été fait, ne serait-ce que par rapport à la détection des joueurs, ou bien on veut forcément toujours s'appuyer sur cette prospection des joueurs à l'étranger. Il y avait justement un entraîneur qui connaît tout, le sorcier blanc, qui a fait 5 ans à la tête de ce pays, mais on n'a pas su trouver, par exemple, des latéraux percutants, un remplaçant pour Alexis Romao. Comment cela s'explique-t-il? Non, c'est aussi simple que ça. Il est venu avec une philosophie, une façon de travailler, et on pourra comprendre ou conclure aisément qu'avec Claude-Marie François Leroy, la place des locaux n'était pas dans cette sélection, puisque la plupart qui arrivaient, c'était des binationaux. Malheureusement, moi je l'ai toujours dit, les binationaux, dans leur façon de travailler, dans leur façon de répondre aux invitations en sélection, mais ce sont des joueurs qui ne se donnent pas à 100%. Très souvent, c'est à 50%, même à 40%. Ils le font avec un frein à main parce qu'ils savent très bien que, bon, aujourd'hui, son pays ou bien le pays dans lequel je viens, tout n'est pas fait dans les règles de l'art. Et donc, je fais juste le strict minimum possible et c'est dans mon club que je vais tout quand même gagner. Et donc, j'ai l'impression que cette fibre patriotique-là dont on parle souvent avec les binationaux, on ne la sent pas vraiment. Est-ce que c'est des choses à leur inculquer finalement? Ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Donc, est-ce que ça vaut la peine de les faire venir encore? Très bonne question. C'est en cela où moi je dis, ça n'engage que moi. Paulo Duarte, s'il est là pour 3 ans, selon le contenu de son contrat, c'est qu'il doit se concentrer sur tout ce qui va se faire d'abord ici. Il ne faut pas qu'il aille encore rester, pas faire comme l'autre, quoi. C'est-à-dire aller tout le temps de l'autre côté, de l'Occident, et lors des rassemblements, il arrive pour faire, on pourra dire rapidement quelque chose et engager la sélection. On se rappelle, hier dans la salle, une consoeur a posé la question, est-ce que le fait, par exemple, que depuis le stage d'Antalya, il n'était pas là, il y a eu quelques jours juste pour composer son équipe et faire
quelques matchs avant le match face au Sénégal. Est-ce que cela l'a desservi? Il a reconnu honnêtement que le temps était très limité pour lui de trouver la mayonnaise, l'osmose nécessaire au sein de cette sélection. Et donc, pour revenir un peu à la question... Pas plus de temps que ça, hein. Pour revenir un peu à la question des locaux, notre championnat, je parle du championnat D1, D2, il faut qu'on arrive à lui donner une autre valeur. C'est en cela qu'on peut avoir des joueurs. C'est vrai, on ne dit pas que les joueurs locaux tout de suite feront la différence. Mais lorsque vous avez ces joueurs locaux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous les faites travailler toujours ensemble, vous les faites jouer des matchs internationaux à gauche et à droite, vous aurez à une certaine période ce qu'on appelle une ossature. Et après, vous pouvez greffer d'autres joueurs, guillemets, plus ou moins expérimentés à cette ossature-là. Maintenant, je ne sais pas si ça serait la philosophie de Paulo Duarte, parce que ce qu'on a vu face au Sénégal, ce qu'on a vu également face à la Namibie, vous sentez que d'abord les joueurs entre eux, il n'y a pas une véritable cohésion. Ça, c'est un premier point. De 2, la plupart des joueurs manquent de confiance en eux-mêmes. De 3, l'efficacité dont on parle très, très souvent. Fodo là-bas, ça fait 2 journées de championnat aux Émirats Arabes Unis, il a marqué 3 buts, il est co-meilleur buteur, mais vous allez également vous rendre compte que jouer en Émirats et en même temps jouer également en sélection, c'est 2 choses complètement différentes. Vous prenez également Blaka Fessou qui, ma foi, le voir titulaire, je me suis dit, tiens, il pourra peut-être faire de la différence. Malheureusement, lui également exilé du côté du Koweït, ça ne le fait pas. Donc, pour dire simplement, pour terminer en disant que franchement, nos joueurs, oui, ils sont en sélection, oui, on doit les encourager, mais à eux également de faire le maximum de travail et à Paulo Duarte et à son staff de faire des choix justes. Oui, et si vous le permettez, à la suite d'Angelo, est-ce que Duarte va faire la politique des nationaux? A priori, on peut dire non, regardez, hier combien il a eu de la peine à lancer Moussa. Vous voyez ça? Il n'y croyait pas. Il ne croyait pas à Moussa. C'est-à-dire que si Oloufari n'avait pas fait encore 45 minutes de scandaleuse, il aurait gardé encore Moussa sur le banc. Cela veut dire qu'a priori, on peut dire qu'il ne le connaît pas encore, c'est vrai. Mais il n'y croit pas. Vous voyez ça? C'est pourquoi il a reconduit Oloufari, malgré le match qu'il a fait à Dakar. Il a encore reconduit pour se rendre compte, après 45 minutes, que c'était une erreur. Alors que Moussa était là. Pourquoi ne pas donner à Moussa la chance de montrer qu'il peut? Très bien. S'il ne le peut pas, après 45 minutes, on il aurait pu changer. Et là, tout le monde aurait dit que Moussa, on lui a donné la chance, il est passé à côté. Mais on a reconduit Oloufade d'abord pour se rendre compte qu'il va nous tuer, pour qu'on mette maintenant Moussa. Oh, le moment où Moussa est rentré en jeu, là, c'était compliqué pour les garçons. Très difficile. L'équipe était déjà en difficulté. La Namibie a déjà pris confiance. Et on le lance maintenant, il doit faire le jeu pour qu'on gagne. C'était pas bien pour le garçon. Donc ça veut dire qu'à la suite d'Angelo, si tant est que Duarte doit faire cette politique-là et qu'on puisse prendre un autre chemin, ce qui s'est passé hier ne me permet pas d'y croire. Même s'il faut lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il vient juste de commencer. Oui, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de cette équipe? Tout le monde parle de reconstruction. Duarte lui-même le dit, c'est un renouvellement, il faut renouveler les choses. Il y a une génération qui est finie, on doit en avoir une autre en travaillant, il faut du temps, il faut la patience. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de cette équipe? Non, mais moi je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus rien attendre de cette équipe. Il faut rester quand même dans la reconstruction. Il faut donner du temps à cette équipe. Il faut donner du temps à cette équipe. Vous savez, ça dit que ce qui s'est passé, c'est depuis 2017. Ça dit que quand on avait complètement détruit cette équipe-là, on a cassé cette équipe. On l'a détruit en quoi faisant? Il y avait un entraîneur expérimenté. Écoutez, après la CAN 2017, tout le monde a vu comment est-ce que cette équipe a été complètement cassée. La relève n'a pas été préparée comme cela se doit. Oui, il y avait des joueurs qui étaient sur quand même le départ, sur la fin de leur carrière. La fin de leur carrière, mais il va falloir leur trouver quand même des remplaçants dignes de ce nom. Cela n'a pas été fait. Et Atignon, de l'eau est ton moulin, curieusement. Mbokani au Congo, qu'on a chassé, c'est lui qui marque maintenant pour le Congo. Il est revenu. Bizarrement. Et donc, ça dit qu'on a renvoyé des joueurs sans qu'on n'a pas trouvé des remplaçants à ces joueurs-là. Maintenant, on a parlé de reconstruction. Mais quand on parle de reconstruction, on amène ce joueur-là aujourd'hui. Demain, il ne va plus revenir. C'est quelqu'un d'autre qui reviendra. On amène un joueur.
pour les matchs amicaux, il vient, il fait des matchs ou bien il ne joue pas. On ne les voit pas sur les matchs officiels. Les matchs de qualification, on ne voit pas ces joueurs-là. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une équipe à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ça va être un peu difficile pour Paulo Duarte d'asseoir cette équipe. Et il faut lui donner du temps pour faire cette équipe-là. Parce que nous pensons que c'est seulement ceux qui prennent de l'avion pour aller revenir qui savent jouer. Alors que ceux qui sont également au pays savent jouer. On a vu cette équipe, ça dit qu'on parle du Togo là. Le Togo était au dernier CHAN. On a vu la prestation de... Ce ne sont pas des joueurs qui ont pris des avions pour aller revenir faire le CHAN. Mais on a vu, même si le Togo a été éliminé au premier tour, on a vu, tout le monde a vu la prestation de cette équipe. Mais il y a des joueurs qui sont dans ce championnat. Et on les a pris, on a pris Marouf par exemple. Et il y a par exemple Nan qui a fait le pouvait rentrer. Il était dans les tribunes. Mais on a fait venir... Moi, je me dis que hier, dans cette équipe, ayons le courage de le dire, Ouro Agoro Ismaël méritait de jouer dans ce match-là hier. Parce que c'est de ces joueurs on a besoin dans cette équipe. Des joueurs percutants. Le Togo, hier, aucun joueur togolais n'a pris le ballon, c'est-à-dire que percer, provoquer les Namibiens. Aucun joueur ne l'a fait. Pour attaquer la défense namibienne, pour leur regarder dans les yeux. On a vu comment le jeune Yavedi était rentré, oui, en 2 ou 3 occasions. Il a essayé, mais par après, les Namibiens ont su que c'est de cette manière qu'ils jouent. On l'a bloqué. Il n'est plus. Mais pendant ce temps, il y a d'autres joueurs qui étaient sur le banc. On pouvait leur faire confiance. Donc moi, je me dis que Paulo Duarte, bon, il vient d'arriver. C'est vrai qu'il n'était pas Antalya, mais lui aussi, quelque part, il n'a pas bien sûr construit son équipe. Est-ce qu'il connaît les joueurs? Non, mais il ne connaît pas les joueurs. Il va s'appuyer sur les autres. À Dakar, vous appelez un joueur à la dernière minute et c'est lui que vous alignez. Mais ce n'est pas possible. Vous parlez de qui, Nadjambé? Je parle de Nadjambé. Mais il y a Jonas qui est là, qui doit l'aider. Non, mais qui a appelé Nadjambé au dernier moment? Qui a appelé Nadjambé? C'est le sélectionneur. C'est lui qui lui a fait confiance. Alors que face à quelle équipe? On parle du Sénégal. On parle de Sadio Mané. Quand même. Oui, et Jonathan, les matchs qui arrivent viennent très vite. Première semaine d'octobre. Mais même si ce n'est pas pour aller chercher des résultats, il faut peut-être que l'équipe montre un nouveau visage, un bon visage. Que faire? Que changer dans cet effectif? Il a répondu partiellement à votre question hier en conférence de presse. Je parle de Paulo Duarte. Le constat est clair. Actuellement, nous n'avons pas d'équipe. Mais il y a certains secteurs dans lesquels il y a une certaine certitude. C'est-à-dire, dans le goal, on sait que Malcolm Barcola, depuis qu'il a été titularisé dans les buts, c'est lui. Mais après, on sent, je viens de le dire, nos 2 latéraux, à part le fait que Até Youssoufou a été bien hier, depuis on cherchait quand même ce latéral droit. Ok, on peut dire qu'on a retrouvé un latéral droit sur la durée. Peut-être, dans l'esprit de Duarte, désormais, le titulaire au poste pourrait être Até. Il a dit en conférence de presse hier, un axial pour accompagner Dieng Dakonan en défense centrale. Un latéral gauche. Est-ce que ça sera Moussa Bilal? Parce qu'on vient de le dire. James Oloufadé a été catastrophique en aller et a été catastrophique à Thiès et hier également à Kégué. Donc, il faut véritablement changer. On a besoin d'un 6, d'un 8 et d'un 10. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 10. Oui, il y a Flo Daïté. Mais Flo Daïté également, depuis quelques années en sélection, c'est un joueur qui est nonchalant. Il n'est plus le Flo Daïté qu'on a connu lors de la CAN 2013. C'est un joueur qui vient, tantôt il est blessé, tantôt quand il joue, il n'est pas au top de sa forme. On a besoin quand même de ces joueurs-là, surtout dans l'entrejeu. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans le football moderne, le milieu de terrain, c'est très important. Quand vous avez l'assise au niveau du milieu de terrain, 80-85%, vous gagnez un match. Romao a dit qu'il n'est pas encore en retraite. Moi, je pense que... Vous pensez qu'il a encore sa place dans ce groupe? Oui, j'en viens. Dans mon analyse, j'allais toucher cet aspect-là. Aujourd'hui, Romao, il joue, il est compétitif. Certes, il est avancé en termes d'âge, mais c'est de l'expérience. Il a 37 ans, mais on ne dirait pas. C'est de l'expérience, c'est de la maturité. Moi, je pense que Romao pourrait être rappelé. S'il ne joue pas la totalité des matchs, ou s'il n'est pas titulaire, il peut inculquer ce qu'il a eu comme expérience à ces jeunes joueurs-là. Aujourd'hui, Roger Arolou, c'est un novice en sélection, mais il est notre patron. C'est-à-dire, dans le secteur, il n'y a plus personne à part lui. Et maintenant, nous ne marquons pas assez de buts. Oui, c'est quoi le problème? Il y a là-bas Fodo qui marque bien chez... Non, vous savez, non, moi je pense que nous ne marquons pas de buts. Nous ne marquons pas de buts. Moi je pense que le problème,
ce n'est pas Fodolaba, Pas ce du n'est tout. pas le championnat dans lequel Fodolaba joue. Non. Le problème, c'est l'animation de jeu. Fodolaba C'est ceux ne qui peut sont pas, autour de lui. Fodolaba ne peut pas prendre le ballon du milieu de terrain et aller marquer. Il faut qu'il reçoive de bons Hier, ballons. j'ai fait un constat. Est-ce que hier, Fodolaba a été servi dans de bonnes conditions pour frapper? Pas pour marquer, Non, pour frapper. Quand le Une milieu- seule fois. Quand le milieu prend le ballon, il jouait latéralement au lieu de chercher dans Une la seule profondeur fois, c'est la frappe l'attaquant. côté gauche que le gardien a dévié en corner. C'est tout. La plupart du temps, on le retrouve en pivot, c'est-à-dire Dos au but, il est obligé de prendre le ballon, se retourner. Il sera fatigué. L'adversaire est déjà Depuis prêt. Claude Leroy, Fodolaba a toujours joué dans ce registre-là. Il n'a jamais été retrouvé de Ça bonnes veut dire conditions. qu'on n'a pas de patron en On n'a milieu pas de patron terrain au qui milieu de pourrait lui terrain. donner le bon Et c'est ballon. là, je dis, Paolo Duarte a véritablement du travail à faire. Et pour terminer, Oui, terminé. moi je pense que Cordio vient de toucher un aspect. Pourquoi les Ghanéens, quand ils viennent en sélection, il y a les Ghanéens qui jouent dans un championnat périphérique, quand ils viennent en sélection, ils superforment. C'est au niveau de la formation. Aujourd'hui, prenons les 11 rentrants hier du Togo face à la Namibie. Ces joueurs-là, ils sont formés. Ils n'ont pas fait d'école de foot, c'est ce que vous voulez dire? Jenda Konam, il a fait ses classes ici au Togo. Et Dieu merci que Mbokani, ses efforts... Dieu merci Mbokani. Non, pas Dieu merci Mbokani. Dieu merci que ses efforts ont payé et joue aujourd'hui au très haut niveau. Fodolaba, il a été formé à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, mais ce n'est pas une académie en bonne et due forme. Donc, formons nos joueurs. C'est à partir de là que nous allons réussir. Il va falloir aussi que nos autorités soient réalistes. Moi, j'ai été surpris qu'après la nomination de Paolo Duarte, qu'on nous parle d'une qualification pour la Coupe du Monde. Mais c'est de l'ambition. On ne peut pas empêcher l'État d'avoir de l'ambition. C'est une ambition démesurée. Parce qu'on vient de rater 2 CAN à 24 équipes. C'est deux choses différentes. Non, c'est dû passer déjà puisque le coach a refusé. Il n'est pas dans on cette vient on vient de rater 2 CAN à 24 équipes. Et maintenant, on rêve de se qualifier pour une Coupe du Monde avec 5 représentants. Très bien, sur le continent. c'est impossible pour vous, Angelo Folikoé. En octobre, à quoi doit-on s'attendre? Il faut préparer cette équipe à grandir sur les matchs à venir. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La seule garantie que j'aimerais avoir de la part de Paolo Duarte, c'est de garder cet effectif-là. Le garder ne serait-ce que pour cette campagne et ne pas la chambouler, parce que là aussi, ça reste l'équation plus ou moins à résoudre de la part du sélectionneur. Est-ce que, vu ce qu'il a justement constaté avec, par exemple, James Olufade, est-ce que pour lui, désormais, c'est bon, il va être mis de côté, ou bien on va sûrement garder le même groupe, histoire de leur inculquer la culture de la gagne. Je me rappelle très bien la première sortie de Jonas Kokou-Komla, qui avait martelé haut et fort de pouvoir donner ou transmettre à ce nouveau groupe-là la culture de la gagne. Sur les 2 matchs, on ne l'a pas encore vu. Et donc, je me dis que à ce niveau-là, il faut continuer à travailler. Vous parlez de cette campagne. Au pire des cas, ne pas terminer dernier. Au pire des cas, au moins être avant-dernier, si possible. Et c'est ça, surtout ça. Parce que... C'est pour se consoler. Non, pas pour se consoler, mais si jamais sur les 6 matchs... Pour les prochaines compétitions, on ne sera pas bien logé. Pas du tout. Puisqu'on fait 2 déplacements, voire 3 déplacements à Congo, Namibie et puis Sénégal. Et puis on va recevoir le Sénégal et le Congo chez nous. Donc voilà, on se rend compte évidemment que les adversaires sont de taille. Maintenant, il faut aller fouetter le mental de ces joueurs et peut-être espérer du mieux de leur part. Je le disais tantôt, à défaut de finir 4e, on peut être 3e de la poule. Mais le tout aussi, pour nos communicateurs, c'est de pouvoir faire comprendre au public sportif qui a soif, certes, de victoire de la part de cette sélection, de comprendre qu'il faut être patient. C'est pas du tout aisé tout de suite de demander à Paolo Duarte d'enchaîner des victoires. De faire les miracles, de faire la magie. Heureusement, hier, en conférence d'après-match, il a dit que c'est bon de perdre 2 ou 3 matchs maintenant, mais il est sûr que lorsqu'il sera en train de gagner, il va enchaîner les victoires. Je veux le croire et le prendre au mot. On attend de voir la suite, mais toujours est-il que, sincèrement parlant, Jenda Konam, je veux le voir beaucoup plus dans ce rôle d'harangueur, un joueur capable de pouvoir... d'un vrai leader. Apporter tout son dynamisme à son groupe, mais souvent dans les matchs, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi.
je ne le vois pas comme ça. Mais en tant que capitaine, normalement, il doit arriver à les guider dans le bon sens du terme. Donc là aussi, il a un rôle à jouer pour que cette équipe du Togo renaisse petit à petit. Il n'y a pas de temps, beaucoup le disent, et c'est clair d'ailleurs qu'il n'y a pas de temps pour ces éliminatoires, pour, on va dire, espérer avoir de très bons résultats. Alors, comment avoir de bons joueurs à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a? Ou bien c'est le cru local qui fait l'affaire? Et comment avoir de très bons joueurs, des joueurs de niveau? Par exemple, il y a problème dans le couloir gauche de la défense. Depuis, personne n'arrive à s'imposer. C'est à ce niveau-là que se pose la question du diagnostic. On l'a déjà fait. Et maintenant, il faut qu'on y réfléchisse vraiment. Je suis d'accord pour l'invitation à la patience, mais pour que le public puisse admettre l'obligation à la patience, il faut qu'il voit sur le terrain du jeu. Parce que c'est le jeu qui peut inspirer confiance. Mais quand le jeu n'est pas bon, le public ne peut pas dire on va attendre. Eux, ils ne comprennent pas. Le public est ce qu'il est. Il comprend difficilement certaines choses. Les journalistes peuvent comprendre. Qu'on vient de commencer, on va accorder au staff le bénéfice du doute que ça va s'arranger. Mais pour moi, le seul critère sur la base duquel le public peut se dire que ça va changer un jour, c'est que sur le terrain, l'équipe produit du jeu. Maintenant, comment arriver à produire du jeu? Ça revient plus ou moins à la question que vous avez posée. Je crois que pour moi, fondamentalement, c'est la question du milieu du terrain qu'il faut résoudre. Parce que si Fodo là-bas ne marque pas, c'est vrai, mais c'est un attaquant, c'est un finisseur. Si les balles n'arrivent pas, il ne peut pas marquer. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment réussir à faire venir les balles? Vous voyez ça? Hier, par exemple, on a réussi juste 3 tirs cadrés. 2 ou 3 tirs cadrés, 0 but. Les Namibiens ont réussi 2 tirs cadrés, 1 but. Vous voyez le ratio? Cela veut dire qu'en 90 minutes, c'est 3 fois seulement qu'on a pu jouer, envoyer le ballon dans les bras du gardien. Il était presque en villégiature à Agoué-Plage, comme on dit. Presque à Agoué-Plage. Oui, mais sur la première mi-temps, il a été mis en danger. La défense a été mise en danger. La défense a été mise en danger. Ouais. Tir cadré. Ouais. Tir cadré. Que nenni. Et rien. Cela veut dire qu'on fait beaucoup de bruit, mais en réalité, on ne fait pas grand-chose. Il y a eu des pénaltys oubliés. L'action sur Jen, c'était oui, c'est vrai. Pénalty oublié. Oublions les pénaltys oubliés. Et le but marqué même, il y a les pénaltys oubliés. Oui. Oublions les pénaltys oubliés et regardons en face la situation. La FIFA a retenu. Quand vous regardez sur le site de la FIFA, c'est 1-0. On n'ajoute pas pénalty oublié. Jamais. Vous ne verrez ça nulle part. Cela veut dire que les vrais éléments d'analyse, c'est le score et ce qu'on a produit sur le terrain. Maintenant, comment trouver des joueurs qui, au milieu du terrain, peuvent changer la dynamique? Hier, j'ai été surpris que plutôt que de trouver des milieux pour stabiliser le jeu, le coach a fait le choix des attaquants. On a beau mettre Messi devant là-bas, si là-bas ne vient pas, il ne va pas marquer. Donc, oui, lorsqu'on regarde par exemple dans les remplaçants, qui peut jouer ce rôle de créateur, de celui-là même qui peut tenir le ballon lorsqu'il faut calmer, lorsqu'il faut avancer. Justement. Quand je vois Kevin Denke, quand je vois Mani Ougadja qui entre-temps a fait sa rentrée, je vois Eni Foul en Ritière, je vois qui également. C'est fini, il n'y a pas... Fini. Ça veut dire que une question aussi, une équation aussi qui est restée sans réponse, c'est le bon. Toujours pas de profondeur. Toujours pas de profondeur. Il y a une école selon laquelle un choix aurait été de bâtir la nouvelle équipe du Togo sur l'équipe du Chan. Quitte à rehausser le niveau de cette équipe du Chan-là par des joueurs venus de l'extérieur. C'est une école. Ouais. Ça peut se faire. Hein. Je ne sais pas ce que ça pouvait donner. À l'heure où nous parlons, c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Dites-moi aujourd'hui, quand on parle de playmaker, quand vous faites même le tour des joueurs évoluants, que ce soit en Lituanie, en Irak, au Koweït, qui est capable aujourd'hui d'être milieu de terrain de métier? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas pourquoi cette équipe du Chan, avant de te laisser continuer, a été tout simplement, on pourrait dire... oublié.
oublier même ses faibles. Désagrégés comme d'habitude. Complètement. On a Comme une oublié ça. molécule. On ne peut plus retrouver ces joueurs-là. Il y a le Chan a pris fin il y a seulement quelques mois. Ismaël, je me suis renseigné, chose. c'est parce qu'on ne l'a pas convoqué. On a choisi de ne pas l'appeler. Pourquoi? C'est ce qu'on m'a dit. On a choisi de ne pas l'appeler. Il se dit qu'il y a une histoire en Turquie, je ne sais pas. Peut-être ça. Sur le stage de la Turquie, oui. Il a embêté quelqu'un. Personne n'en parle. Quand vous posez des questions, vous ne donnez pas de réponse. Mais cet effectif du Chan dont vous parlez, on peut le retrouver, non? C'est une école. Je réfléchis. C'est des joueurs qui n'ont plus la même forme. Oui, mais on peut continuer le travail. Oui, il y a certains qui sont là. Les meilleurs. Les meilleurs, ils sont là. On peut trouver encore d'autres joueurs dans ce championnat. Nan, Tchakei Marouf, on peut prendre le défenseur d'Asco, Alimou, Sama Alimou, il est là. On peut prendre qui également? Ismaël Ouro Agoro, Bodé. Ils sont là. Ils sont là. C'est ce que moi je disais. On prend Tchakei Marouf, on prend Nan Richard, on prend Ouro Agoro Ismaël. Ces joueurs-là, vous essayez. Se connaissent. C'est des joueurs qui se connaissent. Regardez ce qu'ils ont fait au Chan. Chatakora s'est mis. Regardez ce que ces joueurs-là ont fait au Chan. Mais si on prend ces joueurs-là, on ajoute d'autres, ceux-là qui sont beaucoup plus expérimentés. Vous avez parlé de patience, mais écoutez, le public est patient depuis 4 ans. Le public est patient depuis 4 ans. Ça suffit. Ça ne mais ça suffit. Il revient quand même l'équipe maintenant de gagner. Depuis 4 ans que le public réclame la victoire de l'équipe nationale. Oui, mais aujourd'hui, je pense que si les 5 ans de Claude-Marie François Leroy, il avait eu cette option-là, ce choix fort et évident de mettre en place une sélection, et sachant qu'un jour il partira, je pense que quelque part, Paolo allait quand même surfer sur ce qu'il a fait. Malheureusement, les dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, les dernières journées, en principe, on devait quand même donner la chance à cet effectif du Chan. Non, c'était avec joué. Ils sont combien, Kodjo? Vaut mieux tard que jamais, on pourrait le faire. Mais l'effectif est là. Ce qui n'encourage pas, Jonas Komran est censé défendre ça. Oui, mais quand il a fait sa sélection pour Turquie, il y avait une demi-dizaine. Oui. Mais derrière, ils ont disparu. Ils pouvaient défendre la thèse selon laquelle construisons une équipe autour de cette équipe du noyau du Chan. Oui, et ça n'a pas été fait. Quand Duarte est arrivé, il aussi a oublié l'équipe du Chan. C'est comme si cette équipe n'a jamais existé. Cela fait que ceux qui défendent l'école, du noyau du Chan sont surpris de constater que le nouveau sélectionneur aussi est dans la même dynamique que Claude Leroy. Encore que dans le cas de Claude Leroy, vous savez, il y a un truc qui s'est passé que j'ai jamais réussi à avoir la réponse. Vous vous souvenez qu'au début du mandat de Claude Leroy, il avait fait des compétitions régionales? Bien sûr. Oui. C'était le premier à défendre la thèse selon laquelle une équipe nationale ne peut pas exister sans un noyau local. Mais j'ai été surpris de constater que 2 mois, 3 mois, 1 an plus tard, il avait laissé tomber. Pourquoi? Malheureusement, c'est du bluff qu'il avait fait. Sûrement qu'il doit avoir des réponses, mais on n'a jamais eu le temps de lui poser les questions. Pourquoi il a laissé tomber ce chantier-là pour aller chercher les binationaux et les binationaux aussi? C'est les Togolais seuls qui ne donnent rien. Très bien. Dans d'autres pays, les binationaux font gagner. Mais les binationaux togolais, je voudrais ils ne donnent rien. Cette question. On a parlé de cette meilleure option possible, qui est celle de travailler sur ce groupe du Chan. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette question d'âge aussi des joueurs qui sont un peu avancés au niveau de l'âge? Est-ce que c'est ça qui finalement a découragé? Sinon, c'était, comme tout le monde le dit, une des options à prendre. Moi, je pense que c'est la sélection Fagnon et il y a des joueurs qui ne sont pas exemptés. C'est-à-dire, on ne joue pas dans une catégorie des U23, des U17. Oui, certes, il y a certains joueurs qui sont avancés en termes d'âge, mais on pourra toutefois faire confiance à ces footballeurs-là pour véritablement rehausser le niveau de notre sélection. Aujourd'hui, on vient de parler surtout de la triplette offensive. On parle de Ouro Agoro Ismaël, Nandri Charet et Tchakei Marouf. Moi, je pense Chatakora Abdul Semi. Moi, je pense que si ces joueurs-là, on leur fait confiance, le nouveau sélectionneur a des discours particuliers à leur égard, moi, je pense qu'on pourra résoudre ce problème d'inefficacité devant. Et maintenant, à part ça, il y a un autre problème qui est assez profond. Le sélectionneur qui leur a permis
d'arriver à ce niveau, c'est-à-dire se qualifier pour le CHAN et de faire une belle prestation, Dossé n'est plus là. Moi, je pense que et c'est là qu'on a... C'est là où on a disloqué les choses. Oui, parce que si on gardait Abalo toujours dans ce staff technique-là, avec ces joueurs-là, certes, Paulo Duarte ne les connaît pas, mais grâce à Abalo, Paulo Duarte aura une idée assez large de ces joueurs-là. Oui, mais le départ d'Abalo ne veut pas dire départ de... C'est des joueurs qui sont avec celui-là qui est aujourd'hui le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale. Oui, je ne refuse pas, mais je parle du travail qui a été fait. Ce n'est pas un travail d'une semaine qui a permis à l'équipe d'être assez performante. Oui, il y a eu quand même un travail sur la durée avec Abalo depuis pratiquement 3 ans. Finalement, il n'y a pas eu de suivi, c'est ce qu'on va dire. Donc c'est là où le bas blesse. Maintenant, partons de cet aspect, c'est-à-dire des joueurs locaux qui ont fait la pluie le beau temps lors du CHAN. Et maintenant, lorsque Duarte a été nommé à la tête de la sélection, on a nommé également un team manager, Serge Akakpo, qui a pour rôle d'aller faire la prospection des binationaux. Pour trouver des joueurs. Franck, il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Nous sommes dans l'urgence de footballeurs, mais nous ne sommes pas prêts à prendre n'importe qui. C'est-à-dire Jean-Marie Nadjombe. Le gars joue en T4 en Allemagne. Est-ce qu'on n'a pas un latéral droit ici en championnat pour véritablement jouer ce rôle? On prend l'exemple de Bodé Abdoul Sabour. De ce joueur-là, personnellement, ne m'a jamais déçu. Bodé Abdoul Sabour. Il ne m'a jamais déçu. C'est quelqu'un qui est défensivement, certes, on peut parler de déficit de taille, mais il arrive à compenser avec une belle détente. Maintenant, on prend Jean-Marie Nadjombe. Roger Aroulou, il joue à Monastir en Tunisie. Oui, certes, c'est un bon championnat sur le continent. Sur les 2 matchs, est-ce qu'il a véritablement convaincu? Non. Serge Nuadi, le gars, on était derrière lui pendant plus de 10 ans. Il voulait jouer pour la France. Maintenant, il a 29 ans, il joue en Lituanie, il n'est plus au top de sa forme, il accepte les éperviers. Ce n'est pas normal. Pour vous, on ne doit pas faire ces choses-là. On doit laisser ces joueurs tomber pour donner la chance aux locaux. Si on veut faire la prospection, non, moi je ne suis pas contre le fait de sélectionner les binationaux. C'est une plus-value pour la sélection. Mais il faut envoyer les joueurs les plus méritants. Ces joueurs qui jouent et qui peuvent véritablement apporter. Mathieu de Séville, il est venu. Qu'est-ce qu'il a véritablement apporté à notre sélection? Je parle de binational, je parle des binationaux. Mathieu de Séville est venu. Qu'est-ce qu'il a véritablement apporté? Est-ce que c'est eux les problèmes? Mathieu, c'est encore mieux que beaucoup d'autres. Non, je ne dis pas que c'est eux les problèmes, mais je généralise les faits. On ne fait pas confiance en ces joueurs locaux. Et maintenant, quand on veut prendre ces binationaux, on ceux qui sont déjà en fin de leur carrière ou ceux qui n'ont pas cette aptitude-là d'apporter quelque chose à la sélection. Oui, et quand je vois vous l'été, ce qu'il touche comme point, c'est un point important. Dans l'urgence, comment est-ce qu'on peut aller chercher un joueur qui joue en D4 en Allemagne pour venir faire quoi? On ne sait pas. Serge Akakpo, par exemple, ne va pas dans l'inconnu. Il connaît très bien cette équipe, il connaît ses problèmes. Mais quand on va chercher ces genres de joueurs, on a parlé de Gustave Akosson, qui n'a jamais joué, mais qui est toujours là. Mais c'est un problème à régler aussi. Cela veut dire tout simplement que il y a ou trafic d'influence au sein de la sélection nationale, ou c'est de la myopie. De la myopie qui empêche ceux qui ont le pouvoir de faire les sélections de bien la faire. Vous voyez ça? Parce que si à 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine d'un match contre le Sénégal, vous faites venir un joueur de DK, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et je ne sais pas si dans ce match-là, mais les confrères sénégalais ont évoqué son nom une seule fois. Hein. Je crois que c'est au détour d'une action que j'ai vu un petit visage. J'ai demandé à ceux qui regardaient le match avec moi que celui-là, c'est qui? C'est Jean-Marie Nadjombe. Ok. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Donc il faut... Quelqu'un a l'habitude de dire que le football, ce n'est pas pour les petits mangeurs de bonbons. Non, pas du tout. Non, nous parlons de l'équipe nationale. On parle de l'équipe nationale du Togo. Et je crois que hier, on avait fait ce genre de critique à Claude Leroy. Oui. Et si on continue, c'est malheureux. Vous voyez ça, c'est malheureux. Donc, question de prospection, il faut qu'on soit rigoureux. Vous voyez ça? Il faut qu'on soit rigoureux. Il faut qu'on sache pourquoi le joueur il est là. Vous voyez ça? Hier, on avait des problèmes de défense. À cause de il est défenseur, n'est-ce pas? On ne l'a pas mis.
il faut se poser des questions. Ça veut dire que 1m93, 25 ans. Mais depuis qu'on l'a fait venir, on ne le voit pas. Je crois qu'il était au stage. Il est venu pour la première fois en Turquie. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué, non. Et il est également convoqué pour ces 2 matchs. Il n'a pas joué. Il va falloir que Serge Akakpo, à l'instant T, nous avons 2 binationaux qui pourraient apporter quelque chose à la sélection. C'est qui? Lilian Brassier, qui joue à Brest, en Ligue 1, qui est performant, qui peut jouer en tant que latéral. Peut-être qu'il est en train de jouer sur ça. Est-ce que Brassier n'est pas dans la même logique que Niadi et les autres? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que Serge Akakpo fasse un travail à ce niveau, convaincre le joueur. Brassier et qui? Brassier et Arolou, Jean-Eudes Arolou. Arolou avait déjà refusé. Non, le coach l'a dit, le saison l'a dit que non? maintenant il a dit oui à la sélection et ils sont au niveau à l'étape administrative. Donc il va changer les papiers et bientôt il sera là. Moi je pense qu'il va véritablement apporter à notre sélection, surtout en termes de 6. C'est quelqu'un qui peut jouer en 6 et puis en 8. On l'a vu avec Strasbourg, il était à Monaco, il a eu une certaine difficulté là-bas, mais il est revenu. Est-ce qu'il n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire? Oui, mais un match amical contre le Togo. Très bien. Donc là, il pourra être là. Surtout Brassier, parce que le coach l'a dit hier, on avait besoin d'un deuxième défenseur pour accompagner Dieng dans l'axe. Brassier peut faire l'affaire. Moi, je pense que voyons beaucoup plus de ce côté que d'aller chercher des joueurs qui jouent dans la 7e division. C'est toujours la question des binationaux. C'est où on en sort, où on peut trouver de bons, où on en sort. C'est un choix rigoureux à faire. Si on ne peut pas en trouver de bons, laissons tomber quoi. On en a trouvé en 2005 et là, quand il était rentré, tout le monde était d'accord. Et depuis, tout le monde était Jacques Romao. Et il n'a jamais triché. Il n'a jamais triché. Et ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. C'est l'efficacité. À l'époque, il était pratiquement seul. Il était seul. Il était le seul. Et le Togo allait jouer ce match-là contre, je crois, le Maroc à Rouen. Et c'est là-bas qu'on a trouvé Jacques Alexis Romao. Quand il a fait ce match-là, tout le monde était d'accord que on a vraiment trouvé un 6. Et on a vu le résultat. Aujourd'hui, on réclame encore Jacques Alexis Romao. Donc, il va falloir, oui, on veut des joueurs, mais pas n'importe quel joueur. Puis on a Bessilé, jusqu'à un passé récent, faisait de bonnes choses à Bordeaux. Qui a quitté Bordeaux pour Charleroi. On a couru après lui, on l'a amené, mais on n'a rien vu avec lui. Et je ne sais pas si c'est la poisse qui est attachée à notre pays, on ne sait pas. Les binationaux ne donnent pas grand-chose. Donc, il faut que ce niveau-là, il faut qu'on fasse un choix. Et John a évoqué la responsabilité de Serge Akakpo. Est-ce qu'il a tout le pouvoir au sein de cette sélection? Très bien, malheureusement, on va revenir sur le dossier. Merci Grégoire Attignon. Côte d'Ivoire, vous l'étiez, John Atisso, Angelo Folikoué et l'homme Adovon, Sarr, Vonelom, Pélagie Bekoum. On se retrouve à très bientôt.